Antonin est la preuve qu'il faut croire en ses rêves, peu importe les critiques reçues. Salut Antonin. Salut Chloé. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah je t'en prie. Je suis ravie de te recevoir. Pour un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent, Antonin, c'est un ami depuis 10 ans maintenant, donc depuis le lycée, et un parcours très atypique et très inspirant, donc je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup. Bah je t'en prie, c'est un plaisir que tu m'aies proposé de faire partie de ton podcast que j'écoute Assidûment. assez régulièrement et donc du coup voilà, je suis hyper ému et touché et ça va être un super moment. Ça va être un bon moment. Je commence toujours de la même manière, comme tu le sais, du coup. Je demande aux invités de se présenter. Donc, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi du coup, j'ai grandi à Mâcon, donc une petite ville en Bourgogne. Je suis arrivé à Mâcon avec mes deux parents qui étaient encore ensemble. Et puis très tôt ils se sont séparés, j'avais 2 ans et demi. Et donc du coup avec ma maman, on a pris un appartement tous les deux. J'étais en garde alternée pendant plusieurs années entre donc ma maman et mon papa. Le rythme il a été un peu modifié. Au début c'était un week-end sur deux, puis après ça a été de plus en plus estompé. Ensuite, voilà, je suis allé dans une école primaire, au collège, et puis un petit peu compliqué l'époque du collège parce que je commençais un peu à me détacher de la relation avec mon père. Donc du coup, ma mère, pour mettre un peu de cadre, a décidé de me mettre dans un internat. Ça a été un petit peu un moment de révélation. C'est là où j'ai commencé la pratique du volley. Et puis ensuite, ben voilà, je suis retourné dans un lycée un peu plus, on va dire, traditionnel à Mâcon, un lycée public. Et donc, ce que tu fais aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je suis kinésithérapeute depuis 2 ans. Je suis spécialisé en pédiatrie, donc je suis uniquement des enfants donc de 0 à 18 ans, très souvent porteurs de handicap. Voilà, je travaille dans un cabinet en ville à Dijon, un cabinet libéral, et puis j'interviens également dans une structure voilà en tant que libéral pour accompagner un petit peu le suivi rééducatif des enfants. On va revenir sur un peu ce parcours. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux décrire un peu plus ton enfance? Quel genre d'enfant tu étais et comment ça se passait? Eh ben, j'étais un enfant relativement calme jusqu'en CM2. Ma mère pourrait le dire. J'étais un petit garçon trop mignon, trop gentil. Et autour de ouais, CM2, 6e, ça, c'est un peu compliqué. Je suis un peu rentré dans une période plus de rébellion. Je pense en rapport à la relation avec mon tes père, parents, la ouais. distance qui se mettait, tout ça. Donc du coup, c'était une époque un peu plus compliquée, je pense, à gérer d'un point de vue familial. Ben moi, j'étais jeune et un peu rebelle, donc on va dire que ça m'a pas impacté. Mais je pense que pour ma maman, c'est un peu plus compliqué. Et puis ensuite, arrivé au collège, voilà, en 4e, j'ai rejoint l'internat parce que ben mon comportement, mes notes et puis tout ça ne faisait que j'avais besoin qu'on me mette un cadre. Un cadre. Et ma maman, elle m'a toujours bien éduquée, voilà, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais c'est vrai que je pense qu'elle manquait peut-être parfois un peu d'aide et puis ben pas de figure paternelle, donc ça a été vachement compliqué parce que du coup mon père il s'est effacé au fur et à mesure. On va dire que la fissure, elle s'est faite fin de primaire, je dirais CM1, CM2, et la fracture nette, elle s'est faite en 4e. Donc c'est un peu la période qui C'est jeune correspond au quand même. moment, ouais, voilà, et ça correspond au moment où moi c'était compliqué. Tu Et l'as en mal fait, vécu? et ben en fait sur le coup c'était hyper dur. En fait je me rappelle, j'ai un souvenir là d'un coup qui me revient et je l'avais un peu effacé je pense de ma mémoire, mais on s'était appelé, je m'en rappelle, dans la cour du collège donc à l'Uni quand j'étais en 4e, et en fait c'était une discussion qui avait mené au final à se dire ben écoute, je veux plus de tes nouvelles, je veux plus rien savoir de toi, et mon père me disait ça et moi j'étais un petit peu impulsif, énervé, et je lui ai dit bah moi non plus en fait ça me va bien. Et en fait je pense que j'ai un petit peu enterré tout ce qui s'était passé avec lui avant. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu essaies d'avancer juste avec ta maman. Et c'était assez compliqué parce que du coup, entre-temps, mon père avait re-rencontré quelqu'un et j'ai une petite sœur et on était hyper proches. Et donc, en fait, m'éloigner de mon père, je pouvais le concevoir, mais m'éloigner de ma sœur, ça a été vachement compliqué à Ouais. accepter. C'était ça le plus dur, en fait, je pense, dans la fissure, ça a été de quitter ma petite sœur de qui j'avais été super proche. Donc lorsque mes parents étaient en garde alternée, j'allais quand même fréquemment chez mon père. Et en fait, j'aimais trop aller chez mon père juste pour voir ma petite sœur. En Ouais, fait, c'est ça. c'était vraiment le truc que j'aimais, qu'on a une super relation encore actuellement. Donc voilà. Et comment on se construit en tant que jeune homme quand on décide de plus avoir de lien avec son papa? Ben, on se construit difficilement. Du coup, moi, j'ai eu la chance de rencontrer à l'internat un groupe de copains super sympas, dont un, Loïc, qui m'a poussé à aller faire du volley parce que lui, il jouait au volley.
Et en fait, moi, j'ai fait du breakdance pendant 7 ans. J'ai eu une année de coupure un peu avec le sport. Et en fait, je me recherchais un peu niveau sport. Et il m'avait dit, c'était un de mes meilleurs copains, il m'avait dit, écoute, viens au volley, c'est trop cool et tout. Et en fait, je suis allé tester un jour le volley en 3e, du coup. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux de cette discipline. J'en fais encore. Et en fait, je pense que l'entraîneur de l'époque, elle fait un petit peu cette figure. Il m'a suivi pendant 3 ans. Et donc, en fait, il a eu un peu cette figure intermédiaire. Tu vois, l'entraînement, il y avait un cadre, il y avait des règles, des choses à respecter. Et en fait, tu vois, c'était un homme qui me les C'était ton imposait. repère, quoi. Du coup, c'était un peu Ouais. un repère. Et puis, c'est un mec génial, vraiment très gentil. Donc, en fait, je pense qu'il incarnait un peu ce que j'aurais imaginé d'un bon papa, tu vois. Il était Oui. un peu, puis il était assez, enfin, il avait l'âge d'être mon père, tu vois. C'était pas un petit jeune de 20 ans. Ça aurait pu être mon père, voilà, au niveau de Oui. l'âge, ça collait. Donc, du coup, ouais, je pense qu'il a fait un peu référence pendant ces années-là. Après, j'ai changé un peu de catégorie, donc j'ai d'autres entraîneurs. Et en fait, je pense que j'ai toujours un peu transposé sur les entraîneurs. C'est ça. Je pense que c'est eux un petit peu qui ont fait cette figure-là. Après, il y avait aussi du coup le schéma familial, pardon, de mes amis. Quand j'allais chez eux et que je voyais d'autres papas, voilà, je pense que là, ça m'a un petit peu aussi permis de me rendre compte comment les autres pères pouvaient être avec leurs enfants. Donc, ça a été compliqué de se construire, je dirais, en conclusion. Parce que du coup tu manques toujours de quelque chose et en fait finalement il y a plein de choses que ma mère a essayé tant bien que mal de faire et franchement là-dessus elle a joué les deux rôles comme elle disait relativement bien, mais c'est sûr qu'une figure paternelle, un homme, ça peut Oui. manquer parfois des moments où tu te poses des questions quand t'es ado surtout. C'était là, je pense, c'était le plus compliqué. J'aurais bien aimé avoir quelques réponses ou les poser à quelqu'un d'autre et donc j'ai pas trop pu, Oui. parce que malgré le fait que j'ai transposé sur les entraîneurs, Ça reste quand ça même restait, enfin, voilà, il y différent. avait quand même une Oui. relation un petit peu hiérarchique entre guillemets, tu vois, un peu un respect et une pudeur que tu pouvais, qui avait Oui. mis en place, quoi. Au niveau de l'internat, ça a changé quoi pour toi à ce moment-là Parce que tout change. T'as un Et nouveau cadre et t'es ouais, jeune en plus. j'étais jeune, j'étais en 4e, donc écoute, ça a été très compliqué au début parce que c'était un peu, je pense que tout le monde a vu le film Les Choristes, Oui. et franchement, c'était un peu une réplique du film Les Choristes. Genre quand ma mère, elle m'a déposé dans la chambre d'internat, bon, elle pourrait le dire, hein, elle a pleuré plus que moi parce que c'est des lits plus que vétustes. Enfin, c'était vraiment vétuste au possible. Et en fait, elle l'a fait et je la remercie encore actuellement parce que c'est ça qui m'a vraiment aidé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été assez dur l'internat parce que du coup, j'ai une très grande sœur avec qui j'ai jamais vécu à la maison. On a 21 ans d'écart, donc Oui. voilà, elle a jamais été à la maison. Et ma petite sœur qui était chez mon papa. Donc du coup, en fait, j'ai toujours un peu été élevé avec ma mère en tant que fils unique, malgré le fait que j'ai des sœurs et qu'on s'entende super bien. Mais j'ai pas trop grandi en partageant, on va dire. J'avais toujours tout pour moi tout seul. Et donc du coup, l'internat, tu dois tout le temps tout D'un coup, partager t'apprends en à fait. partager. Tu partages tout, Ouais. ta chambre, tes affaires, tes repas, tout. Enfin, tous Ouais. les moments du quotidien sont partagés. Donc du coup, c'est un vrai changement. Mais je pense que ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir du coup être avec plein de garçons parce que du coup, on était séparés garçons-filles forcément. Oui. Et nous, les garçons, on dormait vraiment au collège et les filles dormaient dans l'école primaire. Donc du coup, en fait, on était vraiment un peu qu'entre mecs. Et en surveillant, on avait une surveillante et un surveillant. Donc en fait, c'était encore très masculin. C'était un milieu très masculin. Donc du coup, je pense que ça a été aussi un petit peu une part. Ça m'a aidé aussi à me construire Oui. en tant qu'homme, tu T'avais vois, d'autres finalement. modèles. Ouais. Donc, voilà. Et tu trouvais facilement ta place? Comment ça se Non, ça a été passait? hyper dur au début parce que, en fait, ils étaient déjà tous internes depuis longtemps, depuis souvent la 6e ou 5e, et moi, je suis arrivé en 4e. Donc, j'avoue que ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis bien rapproché de mon copain qui m'a initié un peu au volley. Donc, lui, il était hyper cool, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Mais en fait, l'internat où j'étais, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient en grosse difficulté, sociale, médicale. Vraiment, c'était un peu du lourd. Et moi, finalement, j'arrivais et une des premières questions qu'ils m'ont posées, c'est: mais toi, pourquoi t'es là? Je dis parce que ma mère, elle voulait que j'ai plus de cadres, quoi. Mais dans ma chambre, il y avait un gars, son papa s'était fait tuer par balle devant lui. J'avais Ah un ouais? autre gars Ah, qui je savais pas était, que c'était à ce point. si, j'avais un autre gars qui était hyper actif, qui avait un traitement, mais que seuls des neuropsychiatres peuvent donner, un traitement hyper lourd quotidien. J'avais un gars dans ma chambre, il avait 18 ans, il était en 3e, qui était en totale réinsertion scolaire. Ouais. Enfin voilà, c'était vraiment des profils. Donc moi, quand j'ai juste dit juste pour avoir un peu plus Oui. de cadre, c'est vrai que voilà, je me suis dit finalement que tout allait bien de mon côté et que j'ai un peu relativisé en fait Ouais. en étant en contact de garçons comme eux, quoi. Oui. Et comment tu évolues à ce moment-là?
Eh ben, j'évolue de façon un peu bancale, je pense. Je suis très axé autour du volley. En fait, ça a pris très vite une grande part. Je suis rentré donc troisième, je commence le volley. Je rentre au lycée et donc en fait tout s'articule autour du volley. Je passe un temps monumental au gymnase qui est à 5 minutes de chez moi. On peut presque le voir du balcon, donc c'est assez drôle. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les terrains. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, mes diplômes d'arbitre. Enfin, voilà, Ça a été vraiment, une passion tout de suite. exactement, c'était un vrai coup de cœur. Donc du coup, c'est un petit peu comme ça, je pense que je me suis construit. L'école, le lycée, moi, j'aimais pas spécialement ça. J'ai jamais vraiment trouvé ma place d'un point de vue scolaire. En fait, ça me plaisait pas trop qu'on m'impose les matières à apprendre. Et en fait, j'ai pris une filière générale un petit peu border. On me disait, ah, t'es sûr que tu vas y arriver? Puis un peu têtu, je me suis dit que oui, j'allais y arriver. Et puis ben, j'y suis arrivé, mais ça a pas été hyper facile parce que ça m'intéressait pas du tout en fait. C'est ça en fait, c'est que ça t'intéressait pas. Exactement. T'avais pas de difficultés particulières, mais t'étais pas intéressé. Je pense pas que j'ai eu des difficultés, mais j'étais désintéressé. Et puis je passais 10 heures par semaine à aller m'entraîner ou entraîner. Donc en fait j'étais fatigué. Et puis j'avais la tête toujours sur les terrains. Je devais aller au lycée où on me demandait de faire de l'éco. J'ai jamais compris vraiment en quoi ça consistait. J'ai fait un bac ES, donc du coup c'était quand même. Ouais, je pense que j'étais un petit peu perdu à ce moment-là entre qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc en fait. Quand t'étais enfant, tu voulais faire quoi? Je voulais être avocat. Pourquoi? Ben, pour défendre l'indéfendable. C'est ce que je faisais des poèmes que je donnais à ma mère et je voulais défendre l'indéfendable. En fait, je pense que vu que j'ai été confronté au juge des affaires familiaux, au JAF, quand j'étais petit pour tout ce qui est procédure avec le divorce de mes parents, en fait, je voyais un petit peu les avocats comme des gens qui étaient là pour t'aider vraiment dans des moments durs de ta vie. Et en fait, si tu veux, c'est des personnes qui sont forcément droites et forcément un petit peu des repères, tu vois, dans ce sens. Et je pense que j'aurais aimé être comme eux pour pouvoir peut-être faire des choses équitables dans ma vie, me dire que vraiment je suis utile, que je peux aider des familles, pourquoi pas aider des enfants qui ont vécu des choses comme moi. Donc je pense que je transposais un petit peu comme ça. Donc ouais, je voulais être avocat, d'où le bac ES option sciences politiques. C'était toujours le cas au lycée. C'était le cas, je pense, jusque franchement terminale, même en terminale, si je me rappelle bien, avec ma prof d'éco qui était ma prof principale de l'époque, sur mes vœux, à l'époque c'était APB. Oui. Sur mes vœux APB, j'avais mis une fac de droit et j'idolâtrais un petit peu de faire du droit, quoi. Vraiment, c'était quelque chose de. Et pourquoi est-ce que t'es pas allé En fait, du coup, j'ai fait une fac de sport. Je suis allé en STAPS, pour le volley, grâce au volley. En fait, je me suis dit que si je voulais continuer à m'entraîner toujours avec la même fréquence, il fallait que je puisse prendre d'autres études. Et puis, on avait un petit peu déconseillé le droit en fonction de, voilà, on m'a dit qu'il fallait beaucoup que je travaille. Et en fait, j'avais un de mes meilleurs potes à l'époque aussi qui allait en fac de sport. Et donc, en fait, c'était un peu le bon plan. Comment tu as vécu le lycée et le moment où on doit faire ses vœux, où on doit passer son bac, qui est quand même un moment clé de ta vie? Franchement, en fait, c'est vraiment, comme je le disais, je pense que j'étais un petit peu dans ma bulle, j'étais à fond tourné vers le volley et en fait c'est quelque chose qui m'a stressé, mais j'en garde pas un souvenir vraiment de pression et tu vois, je me disais en fait si le volley ça allait, si j'étais dans une période où je m'entraînais bien, je jouais bien, mes matchs se passaient bien, j'allais bien en fait. Globalement tout était dépendant du volley. Donc en fait à cette période-là, c'est là où j'étais pas trop mauvais au volley, c'est là même où j'étais le meilleur et donc du coup finalement j'étais plutôt bien. Par rapport à tous ces vœux un petit peu non, c'est pas quelque chose qui m'est marqué comme étant difficile, tu vois, ça m'a pas. Et est-ce que tu étais soutenu dans ce que tu voulais faire? Alors pour le bac, oui, ma mère m'a quand même poussé à faire un bac général. Je me rappelle qu'en première j'étais délégué, donc c'était un peu craignos quand t'es délégué et que t'es un petit peu le cancre du fond de la classe. Et la proviseure du lycée m'avait dit écoute Antonin, t'es devant nous, du coup on peut te le dire. Je pense que ça serait quand même plus intéressant que tu t'orientes soit vers une première L, soit vers une terminale L, soit vers une terminale technologique et tout ça. Et moi je lui avais dit droit dans les yeux, non, je ferai un bac ES parce que j'en avais décidé comme ça. Oui. Mais clairement, je me dis avec du recul, la finalité aurait été la même. J'aurais pu parvenir à ce que je voulais. Mais non, très têtu, je m'étais dit non, je fais un bac ES général, un petit peu aussi, je pense, par fierté pour ma maman, qui est pas eu la chance de faire de grandes études et qui mettait quand même pas mal d'espoir en moi. Donc je me suis dit non, mais il faut au moins que je fasse ça. Après, on verra la suite. Mais c'était un peu une valise sûre.
Et puis je suis quand même quelqu'un, malgré mon tempérament un petit peu à l'époque désinvolte et rebelle, j'avais quand même la tête sur les épaules et j'avais conscience qu'avec un bac général, je m'ouvrais plus de portes. C'était Ouais, ça c'était aussi ça. en fait le truc. Donc non, durant le lycée, j'étais quand même soutenu par ma maman. Mon papa était vraiment complètement effacé de ma vie à cette période-là. Complètement non, en fait, je dirais pas complètement. Il était plus trop présent, mais il se faisait rappeler à l'ordre à des moments un petit peu pénibles, par exemple en début de scolarité, pour me demander si j'étais bien inscrit au lycée ou des choses comme ça. En fait, pour les papiers et pour un peu, enfin voilà, être un peu pénible, on va dire, Ouais. mettre un petit peu des bâtons dans les roues à certains moments. Mais bon, voilà, je garde pas trop de mauvais souvenirs. Et en fait, j'ai eu la chance aussi d'être pas mal soutenu. C'était par ma grand-mère paternelle qui du coup, en voyant que mon père me mettait un peu de côté, s'est dit si je me rapprochais un peu d'Antonin, je pense qu'il pourrait avoir besoin de moi. Et donc du coup, on s'est énormément rapprochés. Et elle a été beaucoup plus Mm. présente que lui finalement, que mon père, pendant toutes ces années. Donc Oui, elle a donc quand t'as même, été quand même soutenue. oui, par ma mère et par ma grand-mère, ouais, j'ai été quand même soutenu pendant mes études, voilà, pendant le bac, même pendant ma première année du coup, enfin mes premières années de fac, j'ai été soutenu. Après le bac, ça a été une épreuve un peu compliquée à passer. Tu dois bien C'est bien savoir que tu en pourquoi. parles parce que quand on voit, les auditeurs vont un peu comprendre le parcours que tu as aujourd'hui, c'est très inspirant, mais c'est bien de voir cette période qui a été assez difficile et à ce moment-là, il y avait peu de gens qui croyaient en toi dans le Ouais. corps professoral. Ah exactement, parce que du coup, Chloé était bien placée pour le savoir. C'est là où on s'est rencontrés. Du coup, voilà, les professeurs ne croyaient vraiment pas du tout en moi et je me sentais carrément seul. Donc ma mère, ma grand-mère d'un côté familial et puis j'avais mes amis. Mais en fait, on avait le groupe d'amis, c'était vraiment plus pour les bons moments. On partageait pas spécialement de moments de révision ensemble. En fait, Non, voilà, c'était on plus, s'entraidait, mais on c'était s'entraidait, mais pas. c'était pas, voilà, c'était, enfin, je me suis pas senti, je me suis jamais senti pas soutenu par mes amis, mais j'en avais pas le besoin, je pense, à cette époque-là. Donc vient l'heure du bac, je passe mon bac et puis en fait j'étais plutôt satisfait. Donc maintenant avec du recul, en fait je savais pas ce que c'était réviser. Hein. Je pense que Oui. j'ai pas vraiment révisé. Avec du recul, je m'en rends compte, mais pour moi j'avais fait mon maximum. Voilà, vient l'heure des résultats avec toi, Chloé, et puis d'autres amis. Et donc là, nos parents étaient tous là. Et là, moi, je cours vers la liste. Et en fait, mon nom de famille commence par un B et je fais la lettre A, B, 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 C. Je me vois pas. Je me dis, bon, allez, j'ai pas bien regardé. A, B, 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 C. Ah non, je me vois toujours pas. Et là, je me dis, bon, je vais peut-être aller voir sur la liste des rattrapages. Et bah, B, j'étais le premier sur la liste des rattrapages. Donc, ben voilà, rattrapage. Donc, autour de moi, mes amis décrochent le bac, principalement tous, certains avec des mentions plus qu'honorables. Et moi, je retourne vers ma maman, les yeux pleins de larmes. Et puis là, j'ai vu dans son regard la déception Ouais. immense. J'ai vu la déception dans les yeux des mamans de mes copains, même dans mes amis. Finalement, ça a même pas pu être trop fêté. Et là, je me dirige pour aller chercher le relevé de notes et voir que j'allais proposer comme matière à rattraper. Et en fait, je vois que c'est une catastrophe et que j'ai loupé toutes mes épreuves de bac et que Et tu t'y attendais pas du tout. ben non, quand même. Je savais que j'avais des difficultés en mathématiques, en éco, tout ça, je le savais. Mais voilà, en histoire, je pensais que j'allais avoir mieux, tout ça. Donc ça a été vraiment une descente aux enfers. Puis je pense que ça a été très dur à accepter parce que en fait, d'un côté, je me disais punaise, tout ce que tous les profs m'ont toujours dit que j'allais pas y arriver, que c'était pas fait pour moi, que j'aurais dû faire un bac technologique parce que c'était réputé plus facile. Je demandais une fac de sport, on m'a dit mais non, faudrait que tu fasses un BTS, c'est des études plus courtes, ça te correspondrait mieux. Puis moi, toujours un peu têtu à me dire non, non, je fais un bac G, je vais à la fac. En fait, c'était un peu le moment où je me disais punaise, je leur donne raison quoi. C'est ça. Finalement, je suis pas fait pour ça et j'ai mis la barre trop haute. Et là, du coup, je suis pris par la main par mes deux acolytes de l'époque et qui sont toujours là aujourd'hui. Et de but en blanc, l'après-midi, on se met à passer une folle après-midi de révision intense de l'éco, du coup, la matière que je devais repasser avec le plus gros coef. Et du coup, Chloé, tu me dis, tu vas réviser ce chapitre-là, tu Oui. verras, ça sera celui-là qui tombera sur 15, et c'est ce chapitre-là Oui. que j'ai eu le jour du rattrapage. Et donc, du coup, j'ai décroché mon C'est- baccalauréat par la suite, un peu plus tard que les autres, voilà, Mais d'une tu l'as manière, eu. et je l'ai eu, C'est ça qu'il faut surtout retenir, c'est que ça a été dur, vraiment oui, très très c'est, dur. Même pour nous autour de toi, enfin, c'est toujours compliqué parce que tu peux pas fêter ton bac alors que un de tes amis ne l'a pas. Mais ça a été très très dur, mais tu as fini par l'avoir et surtout bah, dire je l'ai, je suis comme tout voilà, le monde ça quoi. y est, j'ai réussi, J'ai voilà. réussi. J'ai Mm. réussi, c'était une belle acquisition. Pour la petite anecdote,
En fait, le rattrapage dans notre lycée, on avait des numéros de jury et moi, j'ai passé mes rattrapages exactement les horaires, je les connais plus, mais entre 10h et midi. Et moi, mon feuillet, ça s'appelait un feuillet, est arrivé à 18h30. Tout le monde avait eu ses résultats de rattrapage et nous, on était les 4 derniers. Je me rappelle encore des gens que je fréquente plus maintenant avec Oui. mes copains de galère de rattrapage et on attendait notre dernier feuillet et quand le proviseur adjoint est arrivé avec le feuillet en l'agitant et en disant du loin, je le revois descendre des escaliers en colimaçon. C'est bon, vous l'avez tous. C'est bon, on a tous exulté de joie. Ouais. Enfin, c'était un super moment. C'était un moment, ouais, c'était hyper. Un moment fort quand même. Ah ouais, c'est des moments forts. Ouais, bah ma mère, je l'ai vraiment vue fière de moi Ouais. pour la première fois, quoi. Ouais. Enfin, elle a déjà été fière de moi Oui, depuis un mais moment, au mais niveau des études, vraiment au niveau des c'était. études, c'était une satisfaction de se dire bon, voilà, il a réussi, quoi. Donc Ouais. ça, c'était trop cool, ouais. Et donc après ce moment fort en émotion, tu décides de faire une fac. Ouais, Donc tu t'orientes vers des études fac de sport. ouais, Et exactement. comment ça se passe pour toi? Et ben en fait, l'univers fac, c'est quand même relativement rude parce que cours magistraux pas obligatoires. Ça. Donc moi, je suis allé au Creusot, c'était des petites promotions, mais donc les groupes de TD, voilà, hyper compliqués. On me parle d'anatomie, on me parle de physiologie. Moi, j'ai fait un bac ES. Bah c'est ça. Donc là, c'est forcément beaucoup plus dur pour toi. Un autre monde complètement. J'avais jamais vraiment eu de notion de vraiment travail et de révision. Donc là, c'est un peu la claque. Mais je pense que vu que j'avais mon équilibre avec énormément de sport à côté, en fait, je garde la tête hors de l'eau. Et résultat du premier semestre, on nous annonce direct dans l'amphi 33% de réussite. Et là, je me dis, bon, avec ton bac ES au rattrapage, mon petit loup, Tu fais partie. voilà, tu vas sûrement faire partie. Et là, je descends et je vois que je suis admissible, que j'ai eu mon premier semestre. Donc, je faisais partie des 33%, Ouais. sachant qu'avec moi, autour de moi, c'était quasiment que des gens qui avaient fait un bac S, voilà, qui étaient plus près que moi. Donc là, je me dis, en fait, t'es peut-être capable de réussir. C'est ça. Voilà. Parce que tu faisais enfin quelque chose que t'aimais. Qui Ça, m'intéressait plus. Voilà. Que j'aimais, je pourrais pas dire que j'aimais, mais qui m'intéressait, où je mettais de l'intérêt derrière. c'est déjà énorme. Autant. Voilà. Je mettais de l'intérêt, et puis vraiment, le sport, ça a été vraiment un moment d'équilibre, tout ça. Et donc ensuite, je passe une année et je me dis, j'ai eu ma première année, donc à 10, on aura des pâquerettes, parce que c'était quand même relativement dur. Pas par manque de travail, je pense. Alors, travailler peut-être pas assez comparé à ce que j'ai fait Oui, plus tard, on mais peut toujours faire plus. voilà. Mais j'avais travaillé quand même, et en fait, je me dis, ça doit être trop bien d'être prof de sport, parce que du coup, en STAPS, on nous briefe pas mal sur ce métier-là, enseignant d'éducation physique et sportive, pardon. Et en fait, on nous dit qu'en deuxième année, on a un stage à faire en tant qu'entraîneur dans un club. Donc moi, je le faisais déjà depuis 4 ans dans des clubs de volley, donc je me dis, très bien, je me trouve Oui. bien. Le club du Creusot, j'irai sûrement faire donc je sais que ça se passera bien. Et on a un stage en tant que prof de sport. Et là, je me dis, trop bien, ça va être le moment dès la deuxième année de savoir si vraiment c'est ce que je veux faire. Parce que dès le deuxième semestre de la deuxième année, on se spécialise un petit peu. Il y a 4 Oui. parcours et on en choisit un. Et au premier semestre, donc on fait notre stage en école. Le prof responsable de cette partie-là à l'époque, à la fin, nous fait un super topo. Les garçons, c'était super ce que vous avez fait, blablabla, blablabla. Les notes sortent et là, je vois que j'ai eu 20 en pratique et 19 à l'oral, je crois. Enfin, et 18 à l'écrit. Enfin, des notes excellentes. Je me rappelle plus exactement, mais des notes plus que 18 et 20 en pratique, j'avais eu. Et il vient me voir et il me dit, écoute, Antonin, des profils comme toi, ça doit être prof de PS, en fait. Et moi, je lui dis, alors moi, j'ai trouvé ça cool, mais sur 3 semaines, quoi. Je me vois vraiment pas faire ça. Et là, il était hyper déçu parce qu'il m'a dit, mais il y a tellement de gens qui veulent faire prof de PS et qui finalement sont pas trop faits pour ça. Toi, tu serais fait pour l'enseignement, mais finalement, tu dis non. Et je dis, ouais, non, je préfère C'est quoi pas. que t'aimais pas à ce moment-là? Franchement, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça, j'ai aimé l'expérience, mais je me sentais pas à l'aise, en fait. Ça me faisait pas vibrer. Oui, Je voilà, trouvais pas c'est ça. ça fun, tu vois. Je me C'était disais, sympa, mais c'était c'est pas. cool. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. Non, la maîtresse était super, les ptios étaient sympas, tout s'est bien passé, mais voilà, je me suis pas dit, bon. Et donc là, en fait, je me dis, peut-être que je vais me diriger vers un parcours il y a un parcours activité physique adaptée et santé, un peu plus, voilà, autour du monde médical, paramédical. Je me dis, écoute, tente, on verra. Et là, en fait, ma grand-mère qui habite à Nantes est directrice de l'association des traumatisés crâniens de Loire-Atlantique, parce que du coup, j'ai un oncle qui est traumatisé crânien, et elle me dit, Antonin, tu cherches un stage pour ta deuxième année dans le domaine du sport adapté. Écoute, moi, je connais bien le prof de sport adapté du CHU de Nantes. Je pense qu'il pourrait avoir un stage, ça te dit? Je dis, ouais, mamie, ça me dit trop parce que dans la région, c'est un peu bouché. Le CHU de Nantes, il est hyper réputé. Je dis, franchement, si tu peux m'avoir ça serait génial. Donc, je pars en stage chez ma grand-mère à Nantes. Et donc, bien sûr, je suis reçu super bien. Et donc là, je découvre le sport adapté, donc du ping-pong avec des gens en fauteuil roulant qui viennent de subir une amputation, tout ça.
Et ouais, je prends un peu une claque et je me dis, punaise, en fait, là, je me sens vraiment utile. Et puis, Ouais, ça a été une révélation un peu. Je gardais le monde du sport parce que du coup, on faisait du sport, mais on l'adaptait aux pathologies des patients. C'était hyper intéressant. Et en fait, ce fameux monsieur prof de sport adapté me dit, écoute, tu voudrais pas aller voir comment bossent les kinés? C'est le plateau d'au-dessus. En vrai, on fait un peu des choses similaires. Tu pourrais peut-être, voilà, te retrouver. Et là, je vois les kinés. Et en fait, là, c'est la révélation. Vraiment, j'arrive sur le plateau de rééducation. Je vois les petits box et tout, les blouses blanches. Les médecins qui passent, qui donnent les ordos, qui donnent les radios, vraiment le monde médical et Qui t'avait jamais vraiment attiré en soi. ben pas du tout, non. À part Grey's Anatomy que j'aimais bien à l'époque, ça s'arrêtait là quoi. Oui. Tu vois, je regardais Grey's Anatomy et ça me faisait un peu j'avoue ça me faisait un petit peu rêver ce monde de blouse blanche, tout ça. Et là je me dis c'est trop intéressant et tout et moi si je devenais kiné. Donc vu que tous les métiers du paramédical et du médical m'avaient jamais intéressé, aucune idée, donc je me renseigne, on me dit une fac de médecine. Voilà, je me dis, tu valides ta première année à 10 et quelques, tu ne vas pas aller en médecine. Je le garde dans ma tête et puis je valide ma deuxième année, tout ça. L'été, du coup, je rentre sur Mâcon, je revois mes amis du collège, du lycée. Et puis là, je vais boire un coup avec toi, Chloé, dans un petit bar sur les quais, le Blue Note, pour ne pas le citer parce que quand même... Quand même, c'était pas le meilleur, voilà. Finalement, je sais pas pourquoi on était là-bas d'ailleurs. Je sais pas. Et en fait, on boit un verre et je te parle de mon projet et je te dis, écoute, je me suis renseigné, j'ai deux options. La première option, c'est je tente tout, je vais en médecine. La deuxième option, c'est l'étranger. Et là, tu me dis, mais attends, Antonin, l'étranger, en fait, faut que tu partes, faut que tu le fasses. Pour un peu de contexte, moi, j'étais déjà partie à ce moment-là. Ouais. Donc j'avais déjà un peu cette expérience et j'avais vu tout ce que ça avait pu m'apporter. Donc forcément que j'allais te pousser à le faire aussi. Donc là, Chloé me dit, faut que tu partes et tout ça. Donc là, je suis en deuxième année pour resituer. Et je rentre de notre petit coca partagé avec Chloé et je dis à ma mère, maman, écoute, voilà, tu vois, je t'avais déjà parlé que je voulais faire kiné. La médecine, on est d'accord que c'est un peu trop dur. Ma mère, elle me dit, ouais, c'est vrai, j'ai peur que ça soit compliqué. Je dis, écoute, en discutant avec Chloé, j'ai cherché des alternatives. Il y a l'étranger, je peux partir faire ça en Espagne ou au Portugal. C'était ça. Et là, elle me dit, mais Antonin, tu parles pas espagnol, t'as un niveau catastrophique en espagnol, tu vas pas avoir tous les cours en espagnol, attends, mais tu vas partir loin, mais ça sera des études médicales en espagnol, ça me paraît compliqué, peut-être finalement tente-le en France, quoi. Je lui dis non, mais maman, écoute, si je le tente, là j'étais en deuxième année, j'avais pas de diplôme, si je le tente et que j'ai pas, finalement j'ai rien derrière. Je lui dis écoute, moi je suis d'accord avec toi, ça me fait un peu peur de partir à l'étranger. Ce que j'ai comme idée, en ayant discuté avec toi, Chloé, c'est que je finis ma licence en STAPS, donc je fais ma troisième année à Dijon. Comme ça, j'ai un diplôme. T'as au moins une licence. J'ai au moins un diplôme licence et c'est quelque chose qui m'intéressait en fait, le sport adapté. Donc c'était pas non plus quelque chose qui avait rien à voir. J'ai ma licence et après je pars. Donc en troisième année, je pars à Dijon faire ma troisième année. Je passe ma troisième année avec des meilleures notes, un peu motivé par ce projet quand même. Je fais énormément de stages, de petits boulots dans le monde du sport. Et puis en fait, je me dis non, mais c'est vraiment ça. En fait, j'explore vraiment toutes les pistes. J'ai travaillé dans les salles de sport, j'ai donné des cours de step pour une association mère-enfant. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je me suis dit ça me plaît, mais ça me fait pas vibrer. Donc, je veux vraiment tester la kiné. Et donc en fait, je décide de m'inscrire en premier au Portugal, à Lisbonne et à Porto. Et donc, faut savoir qu'à l'époque, d'un point de vue financier, c'était très compliqué. J'étais boursier, ma mère avait pas beaucoup les moyens de pouvoir m'aider. Et donc, du coup... Comment t'as fait? J'ai avancé les frais d'inscription de Porto et de Lisbonne en faisant des petits boulots à Dijon, parce que je bossais quand même beaucoup. Tu bossais beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, parce que t'as toujours énormément travaillé pour atteindre ce que tu voulais. Tous les étés, dès que je finissais les cours, la semaine d'après, j'allais bosser à Mâcon jusqu'à la veille de la reprise des cours, les vacances. Ouais, non, j'ai toujours... Donc, comme quoi, quand on vient d'une famille qui a pas forcément les moyens, on peut s'en sortir d'une autre manière. Ah mais carrément. En fait, il suffit de se donner les moyens. Voilà. Je pense que ma mère, moi, elle m'a jamais dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle m'a juste dit Antonin, si tu veux y arriver, il faut que tu te donnes les moyens. Donc quel est le moyen pour avoir des sous? Il faut travailler. Donc du coup, j'ai toujours bossé et puis je touche du bois et voilà, j'ai toujours eu des boulots étudiants plutôt cool, mais j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Je mûris cette petite idée de partir en école de kiné et donc, je paye mes inscriptions et en fait, je paye l'inscription à Porto et ils me disent tu n'es pas pris et on te rembourse pas. Et en parallèle, je m'inscris en Espagne et en Espagne, ils me disent écoutez, vous correspondez totalement à ce qu'on recherche. Vous avez l'entretien dans une semaine. Nous, voilà, ça a l'air plutôt bon. Donc là, je fais une demande pour récupérer mes frais d'inscription à Lisbonne que finalement j'obtiens. Donc assez content parce que à l'époque, voilà, c'était compliqué niveau financier. Donc voilà, j'étais hyper content de récupérer ces frais.
Et en fait, l'entretien en Espagne, pour l'école en Espagne, je ne le prépare pas. Et j'envoie un message à une fille que je connaissais plus ou moins, qui était déjà dans cette école. Écoute, j'ai l'entretien dans 2 heures. Rassure-moi, c'est en français. Et là, elle m'envoie un message en rigolant. Bien sûr que non, mon grand, c'est en espagnol. Et là, je me dis, bon. Parce que là, tu parlais pas très bien espagnol. Bah non, j'ai eu 6 au bac et j'ai fait 3 ans de licence derrière. Donc, mon niveau, il était catastrophique. Donc là, je me dis, ok, bah t'as 1 heure. Donc pendant 1 heure, je suis allé sur Reverso parce que DeepL n'existait pas à l'époque. Donc j'ai traduit sur Reverso tout ce que je pouvais traduire, des phrases bateau, enfin voilà. C'était une catastrophe cet entretien. Je raccroche et là, je me dis, écoute, s'ils te prennent, c'est pas pour ton niveau d'espagnol, oui, c'est parce que au moins ma motivation, tout ça, j'ai essayé de le montrer quoi. Et je reçois une lettre en mars comme quoi j'étais pris, donc je finis ma licence, j'ai ma licence et là direction l'Espagne. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ma maman et ma grand-mère ne me soutiennent pas trop, dans le sens elles se disent comment il va faire quoi. Enfin, c'est pas qu'elles me soutiennent pas en me disant que je vais pas y arriver, mais c'est qu'elles ont peur. Ouais, c'est normal. Mais c'est normal. C'est d'ailleurs bien de le dire parce que c'est les interrogations que ta maman a eues, c'est celles que tous parents ont. Mais exactement. Donc... Mais du coup, sur le coup, je me sens pas trop soutenu. Oui. Mais moi, je me dis, allez, fonce. En fait, comme depuis le lycée, je me dis, je veux quelque chose, j'y vais. Et je me donne les moyens. C'est ça, donc, j'y vais, toi, tu croyais en toi et en ce projet. Je me suis dit, je vais y arriver. Donc, du coup, arrive le premier gros souci. Payer une école à 9 000 € l'année, même en ayant travaillé, c'était pas possible. Ma mère ne pouvait pas m'aider. Fallait payer le logement, fallait payer la nourriture, fallait payer l'école, fallait payer les transports. Je demande à ma grand-mère si elle a la possibilité de m'aider. Elle me dit, écoute Antonin, j'ai trop peur que ton projet n'aboutisse pas. Essaye de te débrouiller, t'as toujours réussi, débrouille-toi et on verra. Ok, donc là je me dis, punaise, comment je vais faire? Et comment tu fais? Eh ben en fait, je vends ma voiture. Et là, j'ai un ange gardien tombé du ciel qui arrive et qui me dit, moi je peux t'aider, il faut que tu fasses un prêt étudiant. Donc, je vais à la banque, je demande un prêt étudiant. Au début, ma mère veut se mettre cautionnaire, mais elle ne peut pas. Et donc, ce monsieur me dit, moi, je me mets cautionnaire pour ton prêt étudiant pour que tu puisses partir étudier en Espagne. Et en fait, comble de la chose, ce monsieur, c'était le proviseur adjoint du lycée. Et donc, comment ça se fait qu'il a réussi et qu'il a accepté t'aider? En fait, pendant les épreuves du rattrapage, je pense qu'il a bien compris l'importance que tout se jouait pour ce bac. Et en fait, on s'est pas mal rapprochés, on a beaucoup échangé. Et en fait, il a été un peu un pilier et une source de... Enfin, il m'a vraiment galvanisé en me disant, écoute, là, ton bac, Antonin, t'es proche de l'avoir, il faut que tu y ailles. Et on avait vraiment énormément échangé. Et en fait, quand on s'est quitté au lycée, je l'ai remercié pour toute l'aide qu'il m'avait apportée. Et en fait, il m'a dit, écoute, si un jour t'as besoin de moi, tiens mon numéro. Et il me donne son numéro. Et sur le coup, je me dis, ça me servira jamais, mais je le garde. Et je l'enregistre dans mon téléphone. Et on garde quelques fois contact, des messages, voilà, comment se passent tes études, et toi, comment ça va. Enfin voilà, assez cordial. Et en fait, là, je me dis, mais punaise, en fait, je vois que lui à qui lui demander. Et là, je l'appelle. Et en fait, il a pas réfléchi et il m'a dit, moi, je te suis, je me mets cautionnaire de ton prêt étudiant. Donc voilà. Comme quoi, quand t'as une bonne relation, faut vraiment toujours... faire en sorte de maintenir cette relation parce que tu sais pas qui peut t'aider dans Exactement. la vie. J'avoue que c'est hyper surprenant et que j'ai longtemps eu beaucoup de gêne de parler de ça parce que je me disais que pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, c'était assez compliqué, c'était beaucoup de questions que j'ai un peu j'ai traversé, mais voilà, maintenant je n'ai plus du tout de gêne à parler de ça. Et en fait, c'était une personne qui m'a énormément aidé et il fait partie de ces personnes qui m'ont aidé dans ma réussite actuelle. Donc, du coup, il faut mentionner cette personne qui est une très belle personne. Donc, j'ai beaucoup de chance de croiser son chemin. Et je pense aussi, comme ce que tu disais pour rebondir, c'est bien s'entourer des bonnes personnes et maintenir des relations. Il faut les entretenir. Mais je pense qu'aussi, si j'ai pu trouver cette personne, c'est parce que moi, j'étais entière avec lui et qu'il a découvert que là, j'avais vraiment besoin d'aide et que en fait, j'allais pas le décevoir entre guillemets. Donc, je pars en Espagne avec mon sac à dos, en train. T'es dans quel état d'esprit? Hyper content, hyper stressé. Et en fait, j'avais des sous pour 1 an. Oui. Donc, en fait, là, j'étais en mode, là, je dois prouver que je suis capable. Et j'arrive. Et c'est la première fois que tu vas étudier à l'étranger. Ah oui, oui. Donc là, pareil, tu parles pas la langue. Non. Tu ne connais pas le domaine, c'est dans le médical. Enfin, rien à voir, tout compliqué. Est, entre guillemets, un challenge. Ah, mais c'est un challenge. Même de prendre le train Toulouse-Alicante tout seul, ça a été un challenge avec, imagine... 2 énormes valises de 30 kilos, des sacs à dos partout.
Donc j'arrive dans une coloc avec 3 Français et puis super feeling, trop bien, on devient super amis rapidement. Voilà, je vis la vie d'Erasmus un peu Oui, là, pendant c'était un la belle an. vie. La belle vie, la plage à côté, les études et tout. Et en fait, en Espagne, c'est pas comme en France, le système scolaire. On a 5 matières par semestre et il faut qu'on valide la matière. On n'a pas de compensation du comme on peut avoir en France. Et donc viennent les premiers examens. Et donc sur les 5 matières, si je me rappelle bien, je valide tout mon premier Oui, semestre il me du semble. premier coup. Voilà, donc Donc là, ma là, mère, énorme waouh, réussite. t'as réussi, c'est trop bien. En plus, c'était des matières générales, un peu pas méga intéressantes, genre histoire de la science, Oui. physique, enfin des trucs pas hyper engagés dans la kiné, quoi. Et là, deuxième semestre arrive, on commence à avoir plus de matières kiné, et là, j'ai un rattrapage. Et donc, du coup, je me dis, bah écoute, pas grave, je vais à mon rattrapage et je le valide. Donc, début juillet, mon année de validé. Et là, du C'est coup, une belle réussite belle par rapport à réussite. ce qu'on imaginait de Non, toi. mais improbable, Oui, genre, voilà, tu franchement. réussissais tout du premier coup. Enfin, quand si je recroise les profs du lycée et que c'est ce que je me disais à l'époque, je leur dis j'ai eu une licence en fac de sport et je viens de valider une année de kiné, je pense que aucun des profs du lycée n'aurait Aucun. m'aurait cru même en fait, C'est sûr. finalement. Mm. Donc voilà. Et donc là, j'ai le souci de Comment on fait pour les années comment suivantes? je fais pour les années suivantes. Donc là, j'étudie toutes les possibilités, je fais toutes les démarches pour rentrer dans une école publique espagnole. Je suis bien aidé parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un en Espagne, donc je suis bien aidé. Mais en fait, c'est quasiment mission impossible parce qu'ils ont une note de bac, mais ils ont aussi une note d'une épreuve en plus. Oui. Donc il fallait que je repasse limite un bac espagnol pour pouvoir peut-être espérer aller dans une école de kiné. Mais ça, j'ai fait des démarches pendant des mois, des coups de fil, des mails, tout ce Oui, que en j'ai fait, pu tu as faire. toujours tout fait pour réussir. Ah mais là j'ai tout C'est fait ce qu'il pour faut aller en dire. école publique, vraiment j'ai tout donné. Et en même temps c'était un été, donc l'été moi je devais travailler pour pouvoir financer mes études. Et en fait je prépaye mon inscription, le début, en me disant allez je vais avoir quelqu'un va arriver dans ma vie, il va me dire je peux t'aider. Et en fait fin août je retourne donc à Elche, la ville où j'étudie. Et là j'appelle ma grand-mère et je dis écoute mamie, voilà tout ce que j'ai fait pour trouver une solution, j'en ai pas. Là, j'ai besoin de toi. Et elle me dit, écoute, vu tout ce que tu m'as montré et vu comme je suis fier de toi, moi, je te suis. Tu fais tes années d'études et moi, je t'aiderai pour pour toute la partie scolaire. Et là, Donc là, énorme les bras cadeau. m'en tombent. Bah, le plus beau cadeau Oui. qu'elle m'ait fait, et un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, elle m'offre du coup La mes années liberté de d'études. pouvoir étudier ce que tu voulais, Exactement, quoi. exactement. Donc voilà, j'étudie pendant 3 ans en Espagne et puis je valide mon diplôme de kiné Donc, et voilà. tu as fini par obtenir ce diplôme. Comment, par rapport au parcours que tu as eu, comment tu t'es senti le jour où on t'a dit tu es kiné? En Espagne en plus. Le plus beau jour, ça a été vraiment la remise des diplômes. Quand ma mère, elle est venue avec ma tante, c'était improbable. Et en plus, j'ai été sélectionné pour faire le discours devant toute la promo. C'était un moment, waouh, c'était un des plus beaux jours de ma vie, je pense. C'était suspendu. Et en fait, là, j'ai vraiment réalisé, mais j'avais même pas encore les notes de mon mémoire, mais j'avais eu une bonne note à l'écrit et l'oral s'était bien passé. Je me doutais que j'allais pouvoir la voir, voilà, c'était bien passé. Mais là, ce moment, ouais, où tu montes sur le podium, tu fais le discours et puis on te met une écharpe, t'es diplômé. Puis bah, la fierté dans les yeux de ma maman, hein, C'est ça a ça. été la plus belle récompense que j'ai pu avoir de ces 4 années d'études. Parce que du coup, comme je l'ai justement dit, la première année, alors c'est pas qu'elle ne croyait pas en moi, c'est qu'elle avait peur. Mais la 2, 3 et quatrième année, enfin, elle était derrière moi à 600%, à m'appeler après chaque partiel, à me féliciter, à me rebooster, parce que bah, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, Hein. ça a été Ça a été difficile. difficile. Par contre, là, j'ai vraiment eu la notion de ce que c'est de travailler, de réviser, Là, je me suis vraiment donné les moyens de réussir, donc Donc, comme génial. quoi, quand on trouve sa voie, que on donne tout pour réussir, Franchement, on finit par y arriver. avec un bac ES border au Personne n'aurait rattrapage, pensé on ça. peut devenir kiné et exceller derrière dans l'école de kiné. J'ai eu des super notes. Exceller, c'est peut-être beaucoup, mais j'ai eu des super notes et je me T'as suis tout eu du épanoui. premier coup déjà. J'ai tout eu, voilà, j'ai tout eu et c'était génial, quoi. Donc, Donc comme voilà. quoi, il faut se donner les moyens pour Bah, ce c'est qu'on la veut, clé quoi. de la réussite. Je pense que rien n'est inatteignable, Si tu crois sauf ce que réellement. nous on se dit qui est Voilà. inatteignable en fait. Finalement, c'est ça en fait. Ce que toi tu penses pouvoir faire, ben Bah, faut aller au bout de ses idées, quoi. ouais. Toi, t'as toujours cru en toi par rapport à ça. Bah, en fait, j'ai toujours été hyper têtu, je me dirais que je ferais ça. En fait, je me suis dit, je ferais un bac ES, peu importe ce qu'on me dit, j'ai fait un bac ES. J'irai à la fac parce que je voulais aller à la fac, je suis allé à la fac. J'ai voulu faire kiné, je suis devenu kiné. Enfin, vraiment, je me suis motivé comme ça en me C'est ça. disant, je me suis mis un objectif et j'ai pas eu le choix, en fait. Je voulais y aller. Comment ça se passe après? Quel choix tu fais quand tu es diplômé?
Eh ben, je fais le choix du cœur. J'ai rencontré quelqu'un en Espagne et je suis resté 2 ans avec cette personne et j'avais tout pour rester vivre en Espagne. J'étais, comme le disent les collègues de promo, le français le plus intégré. Je parlais espagnol couramment. Voilà, j'avais quelqu'un d'espagnol. Tout se profilait à merveille. Et en fait, je rentre à Noël de ma 3e année. Et en fait, je rencontre la personne avec qui je suis encore actuellement à une soirée un peu banale et coup de foudre réciproque. Et du coup, je suis revenu en France pour qu'on puisse vivre ensemble. Au niveau professionnel, tu décides de faire quoi? Et en fait, quand je rencontre cette personne, je suis en 3e année. Ma 4e année, je décide de la faire entre guillemets en Erasmus en France. Donc, je fais tous mes stages en France pour qu'on puisse vivre ensemble. Et donc, une fois que je suis diplômé, en fait, c'était plus ou moins la suite logique que on poursuive notre vie parce que finalement, j'habitais déjà à Dijon. Donc, je me dis, écoute, je vais rester à Dijon. Et en fait, j'ai fait un stage qui s'est très bien passé dans un cabinet de kiné, là où je travaille actuellement. Et du coup, ma collègue m'avait dit, écoute, si jamais tu cherches un cabinet, moi, je veux absolument qu'on travaille ensemble. Donc, en fait, j'ai trouvé du boulot tout de suite. Et puis, comble, alors, la chance, on la provoque, hein. Moi, j'ai fait ma demande d'équivalence. J'ai eu mon diplôme le 15 juin. Le 16 juin, les papiers étaient tout envoyés. Ouais. Grosso T'as modo, c'était tout de pas suite tout fait de les suite, démarches. vraiment. Et en gros, j'ai signé un CDI sans avoir mon équivalence pour le 20 septembre et je reçois mon équivalence par mail le 19 à 20h. Oui. Donc, je n'ai pas travaillé un jour, entre guillemets, hors la loi. Je me dis que c'était aligné pour que je C'est ça. travaille dès le 20 septembre. C'est des dates qui m'ont marqué, vraiment. Des super beaux moments T'étais au aussi. bon endroit au bon moment. Voilà, j'ai tout fait comme il faut et donc, du coup, j'ai commencé à travailler à Dijon. Aujourd'hui, en tant que kiné, est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais? Comment ça se passe? Tu fais quelque chose qui est assez exceptionnel et que peu de gens feraient. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, j'ai décidé du coup de m'orienter en pédiatrie. Donc ça s'est décidé pendant mes années STAPS, notamment grâce à l'expérience en tant que prof de PS ou les expériences en tant qu'entraîneur. Et je voulais m'orienter vers un public plutôt pédiatrique. Et donc du coup, actuellement, je travaille donc dans un cabinet et donc dans un institut où on s'occupe d'enfants qui sont handicapés, voire très lourdement handicapés. Donc moi, ma mission, c'est de coordonner un petit peu avec les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les médecins, leur suivi rééducatif pour qu'ils puissent réintégrer un maximum de choses et qu'on puisse leur donner un maximum d'autonomie au quotidien. Et puis il y a également un gros travail à faire avec les parents. Il y a une grosse partie psychologie qui est aussi à aborder et qui est très importante dans mon métier, vraiment où on a cette relation hyper proche et hyper intéressante avec les parents. On fait partie du processus de croissance de l'enfant. En fait, moi j'ai des patients que je suis depuis que je suis kiné, donc ça fait plus de 2 ans et demi, et je pense que je les suivrai encore pendant des années. Enfin, c'est des suivis c'est pas comme quand nous on va chez le kiné parce qu'on a une entorse ou C'est un voilà. suivi régulier C'est sur du long terme. sur toute la vie C'est en toute fait. une vie. Voilà. Et pourquoi tu as décidé d'aller travailler avec ces enfants? Déjà, j'ai toujours aimé m'occuper d'enfants. Premièrement, je Oui. pense que c'est la raison numéro 1. J'ai gardé mes nièces, j'ai pas mal gardé ma petite sœur et ça s'est toujours hyper bien passé. Et je pense que moi, vu que j'ai une enfance un peu mortelée, j'avais besoin aussi de la reconstruire à travers d'autres enfants. Et eux, du coup, ils commencent, on va dire, un petit peu leur vie parfois de façon compliquée. Et je me disais que moi, mon rôle de venir leur donner un petit coup de main et de venir embellir un peu tout ça, ça pourrait quand même être vraiment intéressant. T'as toujours été à l'aise, t'as tout de suite trouvé ta place. En fait, c'est un peu des métiers vocationnels. J'avoue qu'au début, ça a été relativement compliqué, surtout que ma première expérience, c'était dans le polyhandicap. Donc là, c'est des enfants c'est le plus lourd niveau d'handicap, entre guillemets. Donc j'avoue que j'ai eu des gros moments de doute. Mais en fait, non, enfin, là, avec du recul, vraiment, je pense que c'est quelque chose pour lequel je suis fait et avec lequel j'arrive à me sentir épanoui. Donc, Ouais, c'est vraiment ta vocation. ouais, je pense. Et tu fais autre chose qui est liée à ton métier, que personne n'aurait jamais imaginé. Et je trouve que c'est beau de voir un peu ce parcours. Est-ce que tu peux en parler de ce que tu fais? Vous allez peut-être pas croire, mais je suis prof à la fac. Voilà, c'est quand Je même suis enseignant exceptionnel. universitaire, voilà. Je suis directeur de mémoire pour des kinésithérapeutes, enfin des futurs, et je suis responsable de tout un UE pour l'école de psychomotricité de Besançon. Et comment tu t'es retrouvé à être professeur? Parce que tu es diplômé depuis pas si longtemps. Non, Tu es 2 ans et demi. très jeune encore pour être prof. Comment ça s'est passé?
Et ben en fait, quand je travaillais dans mon premier établissement, j'ai une collègue psychomote qui me dit je vais donner 2 TD à l'école de psychomote de Besançon. L'école vient d'être créée, c'est la première promo. Ils galèrent un peu. Ils cherchent un prof de natte. Ça te dirait pas de donner des cours de natte? Et moi, sur le coup, je me dis bah en fait oui. Du coup, petit aparté, pendant mes études de kiné, il y avait une matière qui s'appelle la pédiatrie. Et en fait, c'était un peu une matière compliquée. Et moi, j'ai donné des cours particuliers à toute la promo. Je refaisais les cours des profs parce que ben c'est ce que j'aimais. Et du coup, j'excellais dans cette matière-là vraiment. Donc du coup, je donnais des petits topos un peu, mais avec une classe pleine, quoi. Il y avait toute ma promo était limite là, on était 100. À refaire un topo, à reprendre tout le cours, on Ouais. refaisait toutes les pratiques, tout. Enfin, vraiment, voilà. Dès que quelqu'un avait une question en pédiatrie, ils allaient voir Antonin. Antonin, je devais tout savoir. Bon, bah, c'était pas le cas, hein, c'était compliqué encore à l'époque, mais plusieurs personnes m'ont dit, mais Antonin, t'es trop fort. Faudrait que tu te lances dans l'enseignement. T'arrives trop bien à transmettre. C'est trop bien. Alors du coup, voilà. On me branche sur de l'anatomie. J'appelle la responsable de promo et je lui dis, bah écoute, moi l'anatomie, pourquoi pas, mais je t'avoue que moi ce que j'aime vraiment, c'est tout ce qui est physiopathologie chez les enfants, ça m'intéresserait. Elle me dit, bah écoute, on a personne. Donc là, écoute, là, le coup de fil, elle me dit, mais c'est miraculeux. On était désespérés, on trouvait personne. Je dis, bah ça, moi, je veux bien m'engager. Temporellement parlant, 2 mois après, je devais donner 40 heures de CM, quoi. Donc là, je me mets à devenir prof en 1 mois, à préparer des cours Et en 1 mois. comment tu fais? Parce que tout est nouveau, t'as jamais enseigné, t'as pas été préparé à Eh l'enseignement. ben, oh, franchement, j'y suis allé avec tout mon cœur et toute ma bonne volonté. J'ai préparé des diapos, j'ai bûché, mais comme un malade pendant 1 mois et demi. Et je me suis présenté à mon premier cours. Et à la fin du cours, j'entendais les étudiants dire dans les bruits de couloir, waouh, c'était le meilleur cours qu'on ait jamais eu. Et là, après le premier cours, et là, je me suis dit, ok, bon, je pense que j'ai réussi ma première mission. Maintenant, il faut que ça devienne périn. Et comment tu t'es senti quand t'as donné ce premier cours? Eh ben, les 10 premières minutes, stressé parce que les étudiants, il y en a plein qui étaient plus vieux que moi et je me sentais pas légitime d'avoir mon C'est ça? diplôme depuis 6 mois et de déballer un cours. Et en fait, au fur et à mesure, ben, en fait, quand je les voyais poser des questions et que moi j'étais à même d'y répondre, je me suis dit, qu'en fait, c'était ma place et c'est quelque chose qui m'intéresse tellement que, il y a pas besoin de, enfin, voilà, je pense que je m'étais déjà assez renseigné avant et, enfin, pas assez renseigné, on n'est jamais assez calé sur un sujet, mais tu vois, je pense que Oui, tu savais de quoi je tu savais de quoi je parlais. parlais, donc ça me rassurait un petit peu. Et c'est une belle revanche. Ah, mais c'est incroyable. Enfin, T'as dû te sentir tellement fier à ce moment-là. le cancre du fond de la classe passe derrière le bureau, quoi. Donc c'est C'est ça. improbable. Et Enfin, très jeune et sur des thématiques très particulières. Enfin, non, non, mais franchement incroyable. C'était quelque chose de, ah ouais, c'était un super moment. Et du coup, bah là, ça se poursuit et plus les rentrées scolaires se passent et plus j'ai de cours et maintenant je donne des TD, toute la matière pédiatrie. Enfin voilà, j'en donne encore plus qu'avant et je m'éclate. et c'est quelque chose qui te correspond vraiment. Ah, je m'éclate à fond. J'adore le rapport avec les étudiants. Je pense que j'ai un peu brisé les tabous d'avoir vécu en Espagne. On se tutoie, on Oui. s'appelle par nos prénoms. Moi, je leur parle à peu près comme je te parlerais à toi. Ou voilà, vraiment, c'est une relation qui est différente. Et je pense qu'en fait, finalement, bah, c'est ce qu'ils recherchent. Et du coup, j'ai pas mal d'étudiants qui viennent se confier après les cours parce que bah du coup. Voilà, je donne des cours à la fac de psychomotricité, donc il y a encore plus le versant émotionnel et physique. Mais moi, dans ma pratique de kiné, c'est quelque chose que j'observe tous les jours et que j'essaie de mettre en place. Du coup, des fois, il y a des choses un peu dures qui sortent en cours, et je pense que ils ont trouvé, certains ont trouvé une oreille à qui se confier et tout. Donc ça, c'est hyper cool, parce que moi, à l'époque, j'aurais bien aimé aussi pouvoir compter sur quelqu'un. À certains moments dans le professorat, quoi. Donc non, non, je me sens super bien, je me sens autant utile qu'au cabinet en fait, parce que ben il y a plein de choses qui se passent pendant les cours. Les étudiants sont super contents, j'ai des retours positifs, donc moi, du moment que j'ai des retours positifs, je continue. Aujourd'hui, tu as une vie bien remplie entre tes cours, le cabinet. Comment est-ce que tu arrives à gérer, même au niveau de ta vie personnelle? Et ben souvent les gens disent qu'ils n'arrivent pas à suivre ma vie C'est et ça. moi je la suis pas non plus tout seul. En fait, ce que j'aime dans ma vie, c'est la diversité. Et le matin, je suis dans un institut, l'après-midi, je suis au cabinet, et le soir, je suis à l'entraînement. Et le jour d'après, je vais à Besançon donner un cours. Et c'est ça, en fait, que je veux. Je veux jamais être au même endroit. Je veux toujours bouger. Je veux rencontrer du monde. Je veux faire du lien. Je veux mettre les gens aussi, faire du lien entre les gens. J'ai fait rencontrer des kinés avec des ergots. Enfin voilà, j'aime bien des amis qui se rencontrent. C'est ça qui me fait un peu vibrer, de faire un peu mélanger Faire les du groupes. Ouais, bien. voilà, faire du bien et que les gens se rencontrent entre eux, j'aime bien. Et donc, du coup, moi, j'aime bien faire ce lien. Je trouve ça assez cool. Tu te vois évoluer comment? Ça, c'est un peu la grosse zone d'ombre. Actuellement, je me sens bien dans ma vie comme ça.
Mais j'ai des rêves, j'aimerais vivre à l'étranger pendant une période parce que ça me manque énormément. Les choses de la vie font que ça me paraît compliqué. Je me mets aussi des barrières tout seul, je le sais. Mais voilà, j'aimerais bien le cadre de vivre à l'étranger, ça me dirait. Et puis après, mes projets perso j'aimerais qu'ils se développent aussi. Voilà, aller un peu plus loin dans ma vie à deux. Voilà, se marier, avoir un enfant, c'est des choses que j'envisage aussi. Donc je suis un peu tiraillé entre vivre ma vie de jeune Jeune homme. et partir un peu sur un coup de tête parce que mon métier me permet de le faire et j'ai de la chance. Ou alors continuer cette vie un petit peu bien rangée que j'ai commencé à entreprendre depuis plusieurs années. Je suis un peu tiraillé, donc j'avoue que je peux pas trop répondre à ta question. Je suis un peu dans une zone d'ombre. Oui, mais t'as des rêves et tu vas tout faire pour Voilà, les atteindre. En tous les cas, tu as des ambitions. oui. Au niveau de ta vie personnelle, tu partages ta vie avec quelqu'un d'incroyable. Ouais. Est-ce que tu peux un peu parler de cette relation et surtout de comment est-ce que tu as vécu les choses au fil des années? Moi, je partage ma vie avec Lucas depuis 3 ans et demi. Donc du coup, voilà, on s'est rencontrés quand j'étais en école de kiné. C'était la plus belle rencontre de ma vie. On vit ensemble à Dijon et ça se passe super bien. C'est un peu mon équilibre dans la vie quotidienne et c'est quelqu'un, voilà, comme tu l'as dit, qui est de génial, hein, vraiment. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Comment est-ce que tu as accepté cette homosexualité? Est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Parce que je pense c'est un sujet qui est assez tabou. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur vie parce que c'est forcément plus compliqué. Comment est-ce que tu l'as vécu? J'avoue que ça a été hyper compliqué au tout début pour moi. J'ai commencé à me poser des questions au lycée, fin de collège, début lycée, mais un peu pour rentrer dans le moule et pour faire comme tout le monde, j'essayais d'avoir des copines, j'avais des petites copines à l'époque, mais finalement, en fait, bon, elles étaient toutes très bien, hein. Si certaines entendent ce podcast, c'était très bien, mais c'était plus que je me sentais pas forcément C'était pas toi-même. épanoui, quoi. Mm. Et donc du coup, j'ai rencontré un premier copain au lycée. Et donc du coup, là, ça a été un peu compliqué parce que au lycée, c'est l'époque où la différence est encore plus dure à exprimer. Et donc du coup, je me suis dit comment ça va se passer. Et en fait, au début, moi, je pensais même pas pouvoir ressentir quelque chose pour un garçon. Et en fait, lui, il a été hyper clair et il a fait les choses super bien pour me dire mais écoute, finalement, c'est normal. Il n'y Oui. a pas de crainte à avoir. Voilà. Aimons-nous. Donc du coup, ça a une relation qui a été quand même relativement longue et c'était une super belle relation. C'était ma première histoire d'amour et c'était sympa. Après, le gros souci, ça a été de me l'avouer à moi. Je pense que ça, j'ai mis plusieurs années. Ouais, vraiment, ça met vraiment du temps. C'était le plus dur. Après, le deuxième plus dur, c'est l'avouer à ma mère. Et après, enfin, aux amis, c'était plus facile, même si c'est pas facile quand même de le dire à ses Oui. amis, je pense que tu t'en rappelles. C'est pas quelque chose d'hyper facile. J'avoue que moi, je garde pas un super souvenir de ces moments-là. Ma mère, je lui ai pas vraiment dit, elle l'a deviné. En fait, j'allais très souvent, très souvent chez mon copain de l'époque, et puis elle m'a dit, mais Antonin, vous n'êtes pas que amis, c'est pas possible. Puis je lui ai répondu juste non. Puis je suis parti du coup chez lui. Et c'était une époque où ma maman était pas forcément bien dans sa vie, je pense. Elle avait des problèmes d'addiction. Et donc du coup, en fait, je pense que là, elle a dit des mots qu'elle ne pensait pas et qu'elle ne pense pas, mais elle a dit des mots un petit peu durs à ce moment-là. Et donc du coup, ça a été encore plus dur à accepter de mon côté, parce que là, je me suis pas du tout senti soutenu. Je me suis plutôt senti un peu même jugé. Dans la famille de mon premier petit copain, sa maman l'a pas du tout bien pris non plus, et son papa super bien. Donc on était un peu soutenus par son papa, mais c'était tout quoi. Moi je me sentais un peu seul. Mais bon, on était jeunes, on s'aimait, on se disait allez c'est notre amour Mm. contre le reste du monde et ça ira. Mais ça n'a pas été des moments très très faciles. Et après là où ça a été aussi un peu compliqué à en parler, c'est dans le monde du sport parce que du coup je fais beaucoup de sport. Et au début je n'osais pas du tout en parler et je trouvais que c'était un petit peu même moi je me mettais des tabous. Et en fait, quand je me suis vraiment senti à l'aise avec ça, j'en ai parlé au sport. Moi, je dirais que j'en ai parlé. Voilà, j'ai rencontré mon premier copain. J'étais en première et vraiment réussi à en parler de façon hyper anodine. Ouais, à 20 ans, Oui, donc des années après. des années après, pour dire, pour rencontrer Oui. quelqu'un. Oui, j'ai un copain et tout ça. Voilà, vraiment. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps à l'accepter. Mais tu J'ai mis dirais que beaucoup de temps à l'accepter, voilà, moi. c'était plus toi qui avais du mal à l'accepter Ouais. parce qu'au final, autour de toi,
ça a été plutôt accepté ou pas vraiment? C'est Bah, ça qui est intéressant. En fait, j'ai eu ma maman qui a été un peu froide au début par ses problèmes d'addiction. Je pense qu'elle était dans un mauvais moment où elle avait un mal-être intense, donc elle l'a directement répercuté sur moi. Et à l'époque, j'avais un meilleur pote aussi. Et je pense que lui, il l'a pas trop accepté. C'était un peu compliqué au début pour lui de le comprendre, parce que peut-être qu'il s'est dit que du coup, vu qu'on était Oui, assez proches, peut-être que j'étais amoureux de lui finalement, alors que alors que pas du tout. pas du tout quoi. On était hyper Voilà. copains. Donc je pense que ouais, c'était les deux personnes dont j'ai souffert de leur regard au vu de l'annonce de mon homosexualité, ouais. Mais le reste, au Oh niveau non, des le amis reste, et mes du amis, sport, ça a ça, non, été... non. Au sport, je pense que derrière moi, il y a eu des choses qui ont été dites et qui sont encore dites, Oui. mais ça me touche pas parce que mon équipe actuelle, c'est plus que quelque chose sur lequel on en parle, on en rigole et je pense que si un jour une réflexion venait à être faite, Mais je tu pense saurais que répondre. je saurais répondre et je pense que j'aurais 11 loustiques avec moi qui se laisseraient pas faire non Ouais. plus. C'est quelque chose, ouais, non, je me sens vachement soutenu donc. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui peut ne pas s'avouer son homosexualité? Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu dirais? Ça va pas être un conseil très optimiste, mais le temps fera les choses en fait. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je pense que le temps fait les choses, les rencontres font les choses, les amitiés qu'on a aident aussi à pouvoir un petit peu développer cette sécurité et le fait de se sentir un peu plus sûr de soi. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a vraiment été le temps de l'accepter soi-même. Je pense qu'il y a des thérapies qui peuvent être faites pour aider. Alors bien sûr, on parle pas de thérapie pour Oui, toutes les pour thérapies pour justement ne pas ne pas assumer. assumer. Mais je pense qu'il y a des thérapies qui peuvent être faites. Et moi, vraiment, le sport, c'est ce qui m'a aidé à m'épanouir. En fait, le sport, moi, ça a été une révélation pour m'aider à me sentir moi. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'au sport, mon homosexualité, elle passait, je me suis dit qu'elle pouvait passer n'importe où. Mmh. En fait, c'est peut-être un peu bête, mais finalement, c'est ce qui m'a fait un petit peu, donc le temps pour l'accepter soi-même. Et puis après, un moyen d'être sûr de soi et de se sentir soutenu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu acceptes pleinement. Tu vis donc avec Lucas. Tu te dirais que dans ta vie de tous les jours, c'est plus quelque chose qui peut être pointé du doigt. Ah non, pas du tout. C'est quelque chose que je vois comme une normalité et c'est quelque chose, même il m'arrive de parler à mes patients avec qui j'ai une bonne relation, qu'on parle. Alors Antonin, t'es parti en vacances où? On est parti. Ah bon, t'es parti avec ta copine? Non, non, avec mon conjoint. Ça veut dire qu'avec le temps, tout finit par être accepté et tu vis une vie normale parce qu'en fait, il y a rien de Ah différent. non. C'est juste tu vis ta vie et tu l'acceptes et autour de toi, c'est accepté. Franchement, j'ai la vie pas idéale, c'est dur de dire ça, mais j'ai la vie bien rangée qu'on peut imaginer. Tout se passe bien. Voilà, nos familles s'entendent super bien, nos amis réciproques s'entendent super bien. Ils sont même pour Mmh. certains devenus amis entre eux. Non, je pense que y a pas de la seule limite qu'on va se mettre, c'est nous-mêmes en fait. Enfin, il y a les gens, je pense qu'ils peuvent arriver à tout entendre du moment qu'on fait les choses comme il faut, hein. C'est ça. Moi, j'ai des amis qui sont croyants, qui sont pratiquants, voilà. Et c'est des choses que même eux arrivent à accepter Mmh. complètement. J'ai des amis super différents et ils le comprennent aussi. Moi, je suis pas trop militant pour les droits LGBT, voilà. Je ressens pas le besoin et je dis Oui. pas que je le suis pas, mais j'en ai pas le besoin, voilà. Mais c'est sûr qu'il il faut vivre sa vie comme on l'entend et il faut pas se cacher derrière des a priori. Et c'est encore trop dommage quand on voit que des hommes ou des femmes à 30 ans passés avec un enfant quittent tout pour se mettre avec une personne du même sexe qu'eux et qui ont jamais voulu le faire avant par peur de vexer les parents et les grands-parents. Non, c'est dommage. Moi, mes grands-parents l'ont bien pris, les grands-parents de Lucas l'ont super bien pris aussi. Vous êtes heureux et au final, c'est ce qui est important. Quel est ton mantra? La petite phrase que tu peux te dire et qui t'aide à avancer dans la vie? Elle est un peu bateau, mais moi je dirais que quand on veut, on peut, parce qu'elle définit bien mon histoire de vie. Quand on veut se fixer un objectif, il faut qu'on se donne tous les moyens pour y arriver. Et pour moi, il n'y a aucun objectif qui est inatteignable. Tu illustres parfaitement cette phrase parce que si on se replonge 10 ans en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer que tu aurais fait tout ce que tu as fait. Non, c'est Donc sûr. tu t'es donné les moyens, tu as travaillé énormément, tu as cru en toi et Et tu j'ai as été bien fini. entouré. C'est ça, hein, tu as su très bien t'entourer. Je pense que c'est une de tes grandes forces aussi. Parce que depuis toujours, tu as toujours trouvé les gens qui t'ont poussé au bon moment, qui t'ont soutenu. Mm, Toi, tu as su aussi aider et c'est vraiment ce qu'il faut dans la vie en général. c'est vrai. Bien s'entourer. C'est ça. Et j'aurais encore plein de questions, mais on arrive au bout de l'épisode. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi? Eh ben, j'ai emmené ma chaîne que j'ai tous les jours avec moi. Alors, je vais essayer de l'enlever.
En fait, c'est une chaîne en or. C'est la chaîne de baptême de Lucas qui m'a offerte. Et dessus, il y a un petit pendentif avec un arbre de vie que ma mère m'a offert pour mes 25 ans. Tu le portes tous les jours. Je l'enlève jamais. Pourquoi c'est aussi symbolique pour toi? Eh ben parce que c'est deux personnes que j'aime énormément, premièrement, et puis surtout, l'arbre de vie, ça retrace un peu le parcours chaotique que j'ai pu avoir. Il a des racines dessus. Je trouvais que c'était hyper imagé. Le fait que ma mère me le donne, me l'offre, c'était super beau. Et je sais pas, je me sens. En fait, quand je l'ai pas, je me sens pas moi et je me sens un peu vide. C'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de force. Ouais, c'est beau. C'est Voilà. les personnes qui sont les plus proches de toi, qui t'ont soutenu à leur manière. Et c'est beau de voir qu'après tout ce qui peut se passer, au final, tout finit toujours par s'arranger. Exactement. Après la pluie vient le beau temps. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais parce que c'est tellement vrai. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Bravo pour tout ce que tu as fait. Je te le redis, même si au début, quand je t'ai proposé, tu as été forcément surpris, mais tu as un parcours vraiment très inspirant. En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Donc, merci d'être qui tu es. Ne change pas. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.